Le chamanisme est tout à la fois et spiritualité et religion. C'est surtout un mode d'être au monde particulier, qui est en fait un mode d'être au monde qui met l'humain en rapport constant avec la nature, à la fois dans ses forces naturelles et dans ses forces surnaturelles. Nous n'avons pas de date précise, mais ce que nous savons, c'est que le chamanisme est présent dans toutes les sociétés humaines dès les premiers temps de l'humanité. Nous trouvons des traces de chamanisme, et ce sont les archéologues qui nous disent ça, sur des gravures rupestres. Nous trouvons des traces de chamanisme dans tous les débuts des sociétés un peu organisées sur l'ensemble de la planète, mais surtout du nord de la planète. En gros, l'ère chamanique plus récente, c'est-à-dire des derniers siècles, s'étend du nord du Japon jusque bien évidemment en Sibérie, plus au sud du côté à la fois de l'Asie du Sud-Est en Corée, mais aussi au Tibet et dans toute l'Asie centrale, jusqu'aux confins de la Hongrie. Et au nord, en Europe du Nord, quand nous remontons, on trouve du chamanisme en Finlande. Si l'on passe de l'autre côté du détroit de Bering après avoir traversé les océans glacés, bien évidemment, le chamanisme s'étend sur toute l'ère des Amériques, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. On n'a théoriquement pas, et là il y a toute une discussion possible autour de ça, de chamanisme présent en Afrique, encore qu'il y ait peut-être des traces archéologiques justement. Et puis, on ne relève pas non plus de pratiques chamaniques en Australie, par exemple. Le chamanisme est une force omniprésente, malgré les confrontations avec les autres religions, les autres sociétés, les autres modes de pensée. Le chamanisme s'est perpétué jusqu'à nos jours. Bien sûr, il prend systématiquement des formes différentes. Il ne se confond pas, il n'emprunte pas non plus, il coexiste, il cohabite, il construit, bricole avec ce qui lui est imposé, mais en étant toujours présent et sous-jacent, même dans les situations les plus compliquées. Un exemple pour ce qui est de l'Asie centrale. Bien évidemment, ces sociétés ont subi les années soviétiques, et malgré toutes les persécutions qui ont pu avoir lieu pendant cette période-là, le chamanisme aujourd'hui est très très présent en Asie centrale, et il ne s'agit pas vraiment d'une renaissance, il a toujours été là. Plus qu'un système de croyance, le chamanisme est un système de pratique, avant tout. Cependant, fondamentalement, la structure de ce type de pratique, c'est d'abord une structure communautaire, et ensuite tous les liens qui peuvent exister entre les humains et la nature qui les entoure. Et donc, il s'agit de maintenir des équilibres, tous les équilibres qui peuvent exister entre le milieu naturel et le monde des humains. Il s'agit donc de pouvoir communiquer, négocier, collaborer avec les différentes figures d'esprit qui habitent à la fois le monde des humains au quotidien et à la fois ce que les humains considèrent comme les autres mondes, c'est-à-dire tous les mondes qu'ils construisent, représentent, imaginent, vivant autour des lieux réservés aux humains. Les chamans sont les médiateurs privilégiés entre les humains et les habitants des autres mondes, les au-delà. Ils sont ceux qui sont censés essayer et réussir à régler les différents conflits qui peuvent se présenter, à la fois au sein même de l'humanité, entre les différentes personnes qui vivent ensemble, et à la fois entre les humains et les figures d'esprit qu'on a pu offenser, ou à qui on aurait pris une partie des principes vitaux qu'on doit partager de manière communautaire, et qu'il faut absolument à la fois apaiser, et à qui il faut présenter toute une série de non seulement d'offrandes, mais aussi de rites
pour pouvoir retrouver l'équilibre dans les différents mondes et l'harmonie entre tous. On ne devient pas chaman, on est chaman. C'est-à-dire que à un moment donné de sa vie, soit jeune enfant, soit plus tardivement, on est désigné par les figures d'esprit, essentiellement d'ailleurs souvent les ancêtres, qui viennent la nuit en rêve révéler au futur chaman qu'il doit assumer cette position au sein de la société. À partir de cette première déclaration de principe des ancêtres, il faut que celui qui est désigné se reconnaisse lui-même comme pouvant assumer cette charge et l'accepte, et il faut que la communauté tout entière le reconnaisse comme chaman potentiel. C'est donc tout un processus qui se fait lentement et qui souvent conduit la personne désignée dans une limite très très difficile à définir, où à la fois il n'a pas du tout envie d'accepter cette charge qui est très très lourde, et donc il va essayer de toutes ses forces de trouver une issue pour échapper à ce destin. Et à la fois, petit à petit, il va sentir la pression sociale et la pression de son entourage se resserrer sur lui et ne lui laisser aucune autre possibilité que d'accepter cette charge. Donc il y a tout un laps de temps où il est entre la vie quotidienne normale de l'humain et une limite qui se rapproche d'un état de folie ou considéré comme tel, et où jusqu'à l'acceptation entière, il va osciller entre ces deux pôles. Et puis, au moment où il accepte cette charge, et où en fait il n'a absolument pas le choix, où il est obligé de l'accepter, il sera initié par des chamans plus anciens, plus expérimentés, soit par un chaman, soit par plusieurs chamans à la fois. Et donc il n'y a pas théoriquement de transmission, hein, comme dans un métier courant. Ceci dit, on retrouve très souvent des chamans dans une même famille, le don, entre guillemets, c'est-à-dire le don des ancêtres à cette personne, passant du plus ancien au plus jeune, sautant d'une génération, c'est-à-dire du grand-père au petit-fils ou de la grand-mère à la petite-fille. On se rend chez le chaman pour toute une série de problèmes. Soit parce qu'on a un conflit entre personnes qu'il faut résoudre, soit parce qu'il y a quelque chose qui relève du mal, du malheur et de la maladie, c'est-à-dire à la fois pas seulement un problème de santé, mais un malheur qui s'abat sur la famille ou sur la communauté, soit parce que on voudrait obtenir, intercéder, lui demander d'intercéder auprès des différentes figures d'esprit pour obtenir quelque chose dans sa vie quotidienne. Il n'y a pas dans le chamanisme de textes sacrés à proprement parler. Il y a des textes qui sont arrivés avec les grandes religions monothéistes ou les autres religions qui ont pu croiser le chamanisme sur les différents terrains qu'il occupe. Par contre, il y a des objets qui sont considérés comme étant ceux de la panoplie du chaman. Un chaman a systématiquement un tambour qu'il chevauche ou qu'il ne chevauche pas, mais qui est censé l'aider à voyager dans les autres mondes. Un chaman a un certain nombre de vêtements qui lui sont propres et qui ont tous une symbolique particulière. Il a parfois d'autres instruments de musique. En Asie centrale, on lui attribue le kobiz, qui est une sorte de vielle et qui n'est joué exclusivement que par des chamans. Il a aussi une série, non pas d'objets, mais de substances qu'il peut utiliser parfois, mais pas dans tous les cas. Un certain nombre de chamans utilisent des substances psychotropes, mais ça n'est pas le cas de tous les exemples de chamanisme que nous connaissons dans le monde. Le voyage chamanique, ou ce qu'on entend par voyage chamanique, est cette particularité qu'a le chaman durant le rite de visiter les autres mondes, de partir
littéralement partir voyager dans les autres mondes, rencontrer l'auteur du problème et essayer de négocier avec lui. Donc on comprend, et les chamans comprennent ce voyage comme étant effectivement une des particularités de leur position. Leur rôle de médiateur ne s'arrête pas simplement à engager un rite, mais ils les engagent physiquement beaucoup plus loin, à aller au-delà d'eux-mêmes, visiter les différents mondes. Les pratiques de guérison sont beaucoup plus présentes aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été dans le chamanisme. Les pratiques de guérison, en fait, sont toujours liées à une logique communautaire de la maladie. On ne tombe pas tout seul malade. Quand on tombe malade, c'est l'entièreté de sa famille qui est concernée. Donc on a d'abord toute une série de rites qui sont faits en famille, sans l'intervention du chaman. Un exemple, un enfant tombe malade, il a de la fièvre. On va d'abord essayer de faire sortir cette fièvre de lui. Le responsable de la fièvre, c'est toujours une figure d'esprit maléfique qui est venue se loger dans le corps de cet enfant. Et donc on va essayer de l'attirer en dehors du corps de l'enfant, par l'intermédiaire de quelque chose qui peut être plus appétissant pour cette figure d'esprit que le corps de l'enfant lui-même. Et donc on utilisera soit une coupelle de sucre blanc, de sel, de farine, ou éventuellement un tissu blanc. Ce type de rite ne demande pas la présence d'un chaman. Par contre, il y a dans les cas les plus graves, de maladies plus graves, ou de mal-être, ou de mal-être au monde beaucoup plus grave, bien évidemment des rites plus complexes qui demandent non seulement la présence et l'intervention d'un chaman, mais parfois même aussi le fait qu'on reconstruise, encore une fois toujours en Asie centrale, qu'on reconstruise la yourte, l'habitation traditionnelle circulaire pour pouvoir faire le rite. Un lieu commun ne pourrait sans doute pas convenir. Après le rite de naissance et le rite de reconnaissance du petit de l'homme, il y a bien sûr un rite à l'adolescence, comme partout dans le monde. Ce rite est, pour ce qui est du cas de l'Asie centrale et du Kazakhstan plus particulièrement où je travaille, pour les garçons, la première mise en selle officielle, c'est-à-dire le fait qu'on leur offre leur cheval et qu'ils vont partir chevaucher seuls en s'occupant du bétail. Pour les filles, le fait qu'elles prennent pour la première fois en charge seules le foyer de la yourte, l'habitation traditionnelle. Et cette prise en charge du foyer pour la première fois est tout à fait essentielle. Elle fait partie même des équilibres fondamentaux de la société, puisqu'il ne s'agit pas seulement de préparer à manger pour toute la famille présente, mais bien de communiquer avec les différents habitants des autres mondes à travers la fumée du foyer, ce qui est absolument essentiel au maintien des équilibres dans ces sociétés-là. Un autre rite, bien évidemment, est celui du mariage. Et là, on a toute une série de différents types de mariages possibles. Ce qui est pratiqué le plus fréquemment en Asie centrale est le mariage par enlèvement. Encore aujourd'hui, traditionnellement, on enlève des jeunes filles qui attendent avec leurs valises, mais on les enlève quand même symboliquement, en rejouant l'enlèvement. Et puis, il y a bien sûr le dernier rite de la fin de la vie des humains, qui est le rite d'enterrement, qui se fait en plusieurs phases.